Bonjour tout le monde. Mon nom est Malé Diagana. Je suis le spécialiste en développement institutionnel et coordination du partenariat pour le compte du Waka Bar, le bureau d'assistance régionale basé à l'UICN PACO, bureau régional de l'UICN à Dakar au Sénégal. Alors, nous vous remercions pour avoir convié le Waka Bar à cette rencontre afin de partager avec vous quelques aspects liés à la résilience côtière et à l'écotourisme. Alors, la présentation que nous allons faire est divisée en 4 points. D'abord sur les pressions. Ensuite, nous parlerons des menaces. Et en troisième point, les bonnes pratiques pour la résilience côtière. Et enfin, nous terminerons par les solutions fondées sur la nature et leur lien avec l'écotourisme. Donc, chacun de ces points sera présenté par un des collègues ici présents. Donc, je vais commencer par la partie pression. Donc, comme je l'ai dit, je suis Malé Diagana du Wakabar. Alors, vous savez que le littoral ouest africain particulièrement, mais les littoraux de façon globale, sont soumis à des pressions. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des zones fortement anthropisées et dont l'anthropisation est croissante et surtout due à un phénomène de développement économique. Donc les zones côtières littorales sont des zones par excellence de développement économique pour les pays côtiers. Alors, cette pression se manifeste par un certain nombre, à travers un certain nombre d'éléments. D'abord par la pêche, l'activité de pêche. L'Afrique de l'Ouest particulièrement constitue une zone de pêche par excellence, en ce sens que nous avons les côtes parmi les plus poissonneuses au monde et qui occupent bon nombre de jeunes ouest-africains, mais également parfois des pratiquants ou des praticiens venus d'ailleurs. Autour de la pêche se développe une industrie, une chaîne de valeur qui consiste à une activité de transformation des produits de la pêche, mais tout récemment, on a vu se multiplier des usines de transformation du poisson en farine. Donc tout au long de la côte ouest africaine, particulièrement en Mauritanie, au Sénégal et un peu partout en ailleurs, on voit de plus en plus ces usines pousser et la pêche attirer de plus en plus de personnes. Et à côté de la pêche tout au large, se développe également l'activité d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures. Récemment, d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz ont été découvertes au niveau des côtes mauritaniennes et sénégalaises et leur exploration d'abord a commencé depuis plusieurs années et aujourd'hui nous sommes en phase d'exploitation de ces hydrocarbures et qui a drainé beaucoup d'investissements de ces deux États, mais également de leurs partenaires au développement et qui constitue par conséquence une pression supplémentaire au niveau du littoral. Et l'Afrique de l'Ouest particulièrement constitue une zone essentiellement saharo-saharienne. Et quand on connaît les conditions de vie dans le Sahara et dans le Sahel, on se rend compte vite que la zone côtière, la zone littorale constitue un domaine attractif. Attractif puisque tout simplement, cette zone offre des conditions de vie beaucoup plus favorables, beaucoup plus agréables que ce qui se passe à l'intérieur des côtes. C'est pourquoi depuis les années 70, on assiste à une urbanisation galopante, un exode rural des zones rurales vers les grandes villes. Et ces grandes villes, la majorité de ces grandes villes, la plupart de ces grandes villes en Afrique de l'Ouest sont concentrées sur la côte. Quand vous regardez de la Mauritanie au Bénin, et même au-delà, vous remarquerez que toutes les grandes villes de ces pays sont situées au niveau de la côte, sur le littoral. Et aujourd'hui, les chiffres montrent que 75% de la population de nos pays vivent sur le littoral. Donc, c'est dire à quel point le littoral constitue un domaine où une forte concentration anthropique s'est fait sentir. Ajouté à cela, dans le souci de développement et d'aménagement, nous avons un certain nombre de cours d'eau
dans la région ouest africaine. Je parle par exemple du fleuve Sénégal, du fleuve Niger, du fleuve Gambie, etc. Et ces cours d'eau ont fait l'objet d'aménagements en amont. Et ces aménagements ont consisté le plus souvent à la construction de barrages. Et ces barrages ont leur impact sur le domaine côtier, le domaine littoral. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils bloquent les sédiments qui devaient être drainés par les cours d'eau vers les zones côtières pour permettre leur engraissement. Et une fois ces ouvrages mis en place, tout le transit sédimentaire est bloqué par ces barrages. Euh, les zones côtières littorales, euh, comme vous le savez, sont aussi une ouverture, une opportunité d'ouverture vers le monde de ces pays côtiers qui en ont la chance. C'est pourquoi la plupart de ces pays ont mis en place des infrastructures portuaires en eau profonde. Je prends l'exemple de la ville de Nouakchott en Mauritanie et Lomé au Togo, qui ont des ports, des infrastructures portuaires en eau profonde et qui concentrent un certain nombre d'activités économiques et qui contribuent non seulement au développement de ces pays, mais également, dans une certaine mesure, euh, constituent une pression supplémentaire pour cette zone littorale. Et bien entendu, je disais tout à l'heure que la zone côtière littorale offre des conditions de vie agréables, draine des touristes, non seulement le tourisme intérieur, mais également beaucoup, beaucoup de touristes venant de l'extérieur du continent ou bien des pays limitrophes se concentrent sur cette zone pour vraiment des activités récréatives, etc. Et aujourd'hui, particulièrement au niveau du golfe de Guinée, euh, on a estimé que 80% des économies de ces pays-là du golfe de Guinée sont aujourd'hui concentrées sur la zone côtière. Donc tout cela montre que nous sommes dans un domaine attractif qui fait de plus en plus appel, ou en tout cas qui draine beaucoup de gens et beaucoup d'activités. En plus de ces éléments classiques qui sont là depuis la nuit des temps, je dirais, récemment nous avons également d'autres défis émergents qui constituent à rendre notre consommation en énergie propre. Et je ne parlerai pas du solaire, je ne parlerai pas de l'éolien, mais particulièrement d'un nouveau phénomène qu'on appelle l'hydrogène vert, qui va contribuer à décarboniser les énergies. Alors, la décarbonisation de l'énergie, la production de l'hydrogène vert consiste à mettre en place des infrastructures très lourdes sur le domaine côtier qui vont par la suite dessaler l'eau de mer et à travers cela produire de l'hydrogène vert, le gaz. L'hydrogène vert, c'est un gaz. Mais avant d'en arriver là, un ensemble d'infrastructures doivent être placées sur le domaine littoral pour que l'hydrogène vert puisse être produit. Donc cela ajoute une pression supplémentaire à tout ce qu'on connaissait depuis des dizaines d'années au niveau de la zone littorale, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et sur ce point, je pense que la Mauritanie est un pionnier dans le domaine. Et au-delà de tous ces éléments, l'ensemble de ces pays ont élaboré souvent des politiques de planification spatiale marine. Malheureusement, on constate que la mise en place de ces politiques, de ces outils, fait défaut et leur non-application ou l'insuffisance d'application a dans une certaine mesure aussi constitué une pression supplémentaire au niveau des zones littorales. Donc ces pressions vont se traduire sous forme de menaces sur lesquelles mon collègue qui va prendre le relais va nous en parler tout de suite. Merci.
Malin. Me- Merci beaucoup. Je m'excuse pour cette limite technologique. Je m'appelle Sebabé Agoro. Je suis spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale au niveau de Wakaba. Donc, comme le collègue vient de faire la kyrielle des pressions qui menacent le littoral ouest africain, je viens rappeler les risques auxquels fait face le littoral ouest africain. Vous savez, tout ce que nous produisons comme déchets au niveau de l'Interland se retrouve sur le littoral par le biais des exutoires, par le biais des cours d'eau, par le biais du vent. Et donc aujourd'hui, c'est une pollution plastique qui ne dit pas son nom et qui est vraiment un fléau, c'est un problème assez crucial qui préoccupe les autorités. Donc nous avons relevé qu'il y a une pollution plastique au niveau du littoral. En plus de cette pollution plastique, qui est quand même une thématique qui est la nouvelle donne sur le plan international, nous avons la pollution des eaux usées. Les eaux usées nous viennent des unités industrielles, les eaux usées nous viennent des activités anthropiques de l'interland. C'est le cas par exemple des bouts de phosphate rejetés en mer et qui entraînent la pollution de l'océan Atlantique depuis le port de Pémé jusqu'au Bénin. L'autre risque que l'on peut relever, c'est l'érosion côtière. L'érosion côtière, c'est un phénomène qui se produit depuis la Mauritanie jusqu'en Angola et qui touche 17 pays ouest africains et qui se manifeste par l'avancée de l'océan Atlantique à l'intérieur, donc avec le recul du trait de côte, donc les infrastructures qui sont en train de partir de plus en plus. Aujourd'hui, personne n'est indifférent du réchauffement de la Terre avec le réchauffement des températures. Cette dernière journée, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à l'augmentation des températures, par rapport aux vagues de chaleur qui ont été enregistrées en Afrique de l'Ouest. Ça fait que aujourd'hui, avec le phénomène de changement climatique, avec les phénomènes récurrents, le niveau de la mer augmente, donc affectant les côtes ouest africaines. L'autre risque que l'on peut enregistrer, c'est les intrusions marines avec la salinisation des terres, que ce soit avec l'intrusion des eaux sur les terres fermes ou avec la remontée de la nappe. Et donc les terres agricoles se retrouvent en pleine salinisation. L'autre risque qui est là et qui est réel, c'est que le sable marin est exploité dans beaucoup de pays ouest africains, donc l'exploitation de sable, l'extraction de sable, des dunes de sable constitue un gros risque qui fragilise davantage notre côte ouest africaine. La plupart des infrastructures routières, aéroportuaires, industrielles, bâtiments sont construits à partir du sable. L'autre risque que l'on peut relever, c'est la dégradation des écosystèmes marins, avec par exemple la turbidité de l'eau. L'herbier ne peut plus résister, il meurt. Or, l'herbier se trouve être la zone de frayère pour la faune aquatique. Donc, il va sans dire que s'il y a dégradation, il y a turbidité de l'eau, il y a dégradation des écosystèmes aussi bien floristiques que fauniques. Donc, avec également la destruction de la mangrove, avec la perte aussi des corails. Donc, c'est une dégradation des écosystèmes vraiment marins qui est enregistrée. L'autre aspect qui constitue un risque, c'est le développement des infrastructures portuaires avec la construction des jetées principales et des contre-jetées, la construction des unités industrielles, la construction des hôtels sur le littoral avec un potentiel économique réduit. Le dernier risque que je pourrais aborder, c'est essentiellement les infrastructures de protection côtière.
Comme nous l'avons dit, effectivement, la côte ouest africaine est soumise à l'érosion et on ne peut pas vraiment croiser les bras et regarder le phénomène avancer avec la superficie des pays qui diminue. Donc, il y a la pose des infrastructures de protection côtière comme les épis, les brises-lames, les moteurs de sable, les dunes de sable. Et ces infrastructures constituent effectivement un risque pour le développement de l'écotourisme. Vous regardez un peu à droite, vous allez voir que sur les photos, il y a des infrastructures routières qui ont été endommagées, donc le risque est réel. L'autre risque, c'est la présence des épis qui limitent un peu les activités écotouristiques. Donc, vous avez des infrastructures hôtelières qui sont là. Vous avez la quatrième photo qui indique le recul du trait de côte, donc indique l'érosion, donc l'avancée de l'océan sur les terres fermes. Donc, en guise de solution, en début de solution, c'est les cocotiers qui sont installés ailleurs. Ailleurs, euh, c'est d'autres espèces d'arbres qui sont plantés. Donc, et voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport aux risques auxquels est confronté le littoral ouest africain, mais les populations ne restent pas quand même bras croisés. Elles sont vulnérables, certes, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître leur résilience? Merci. Bonjour, euh, Madame, Monsieur. Merci beaucoup, Sebabé. Moi, c'est Mohamedou Anouafal, spécialiste en développement social au bureau d'appui régional. Donc, comme Sebabé l'a dit, et Malais, le littoral, c'est pas un territoire neutre. C'est un territoire d'expression des activités socio-économiques, mais également un territoire vulnérables au regard des effets anthropiques et naturels qui pèsent sur le milieu. Donc, et dans le cadre du projet WACA, nous avons beaucoup appris ces dernières années à développer un certain nombre d'actions qui ont permis quand même de noter un certain nombre de bonnes pratiques que j'ai l'honneur ici de partager avec vous. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que tout ce qui a été présenté, qui vient d'être présenté, c'est que ce sont soit les actions anthropiques ou les risques naturels qui pèsent sur ces milieux-là, mais surtout les projections des politiques publiques donc dans ces territoires-là, donc qui constituent quand même, quoi qu'on dise, en dépit des menaces, des territoires d'opportunité pour le développement des activités de façon générale, mais aussi de l'écotourisme. Donc, et ce que nous avons appris comme bonne pratique, c'est que il faut dorénavant systématiser l'évaluation environnementale et sociale. Vraiment travailler sur un inventaire holistique, donc, et capitaliser sur le patrimoine culturel. Donc, c'est extrêmement important pour les interventions et les politiques publiques aujourd'hui de bâtir les interventions à partir du capital naturel, social, culturel, physique, durable, mais aussi du capital humain. Donc, tenir compte de ces capitaux est essentiel pour mettre plus de durabilité dans les interventions, mais surtout dans le développement d'infrastructures écotouristiques donc sur le littoral. Il est important également, dans le cadre des initiatives dans ce secteur-là, de systématiser la consultation des communautés, de prendre en compte leurs craintes, leurs intérêts, depuis la conception des initiatives jusqu'à leur évaluation, en passant par leur implication dans la mise en œuvre. Fonder aussi les interventions sur la valorisation des systèmes de connaissances. Il est important de s'appuyer sur les connaissances endogènes à partir desquelles les actions de résilience des communautés doivent être construites pour une meilleure appropriation, mais aussi d'éviter à ce que les grands projets d'infrastructures, les ouvrages de protection côtière particulièrement, évitent
réduisent ou même intègrent la compensation lorsque des risques de restriction ou d'usage à l'accès aux ressources donc sont avérés. Slide, s'il vous plaît. Donc, toujours au chapitre des bonnes pratiques, donc, il est important, dans le cadre des projets d'investissement, tout comme des projets d'écotourisme, d'accroître les possibilités de diversification des sources de revenus. Donc, aujourd'hui, les interventions dans ce secteur-là doivent rechercher davantage à l'inclusion des communautés les plus vulnérables, des femmes en particulier et des jeunes, donc, mais surtout intégrer l'approche chaîne de valeur pour faire de sorte que les interventions puissent profiter au maximum des communautés, donc en intégrant les services de soutien, mais aussi la conception des possibilités de développement à travers l'approvisionnement en alimentation, mais également à travers la valorisation des services écosystémiques. À ce niveau-là, il est apparu comme bonne pratique aujourd'hui de travailler sur la préservation des fonctions écologiques qui sont quand même les bases des systèmes productifs au niveau local. Donc, dans le cadre du projet WACA, nous travaillons sur les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, également sur le nouveau cadre environnemental, et à ce titre, donc nous respectons, nous amenons les pays à être en conformité avec les 10 normes environnementales et sociales, parmi lesquelles la norme 7, donc sur les questions culturelles. Et donc, on veille à ce que les communautés autochtones, leur culture, leurs traditions soient préservées et valorisées. Et à ce niveau-là, donc, il y a un ensemble d'outils sur lesquels les interventions peuvent se baser au-delà des évaluations environnementales, aller jusqu'au code de bonne conduite des acteurs qui sont impliqués dans des projets d'investissement, dans des projets d'économie solidaire ou dans des projets d'écotourisme. L'autre aspect qu'on peut noter comme bonne pratique, c'est que la dimension vulnérabilité doit être prise en charge de plus en plus dans la conception des projets, mais également en veillant à ce que les installations d'écologie, par exemple, soient mieux adaptées aux besoins des personnes âgées, des femmes, mais surtout des personnes ou à mobilité réduite. Donc, nous le savons, nous sommes menacés par les changements climatiques dont les effets quand même se font ressentir. Et au regard des pressions mentionnées tout à l'heure, il est important d'adopter de bons comportements responsables, donc relativement à la gestion des déchets qui doivent être traités de façon responsable. Mais surtout, de veiller à avoir des mécanismes qui encouragent l'efficacité énergétique dans les projets d'investissement dans les zones littorales, tout comme dans le continent. Et enfin, et ça, c'est un aspect très important sur lequel le projet WACA travaille, c'est de bâtir la résilience à partir d'un ensemble d'outils qui aujourd'hui ont fait leur preuve relativement à la planification spatiale marine, à la mise en place d'outils d'observation du littoral, notamment les observatoires, mais également le déploiement des systèmes d'alerte précoce et ainsi que le développement d'outils de gestion intégrée des zones côtières. Parce que le développement de l'écotourisme doit être pensé dans une approche globale qui inclut la réflexion sur les implantations, mais aussi les dynamiques des autres secteurs d'activité extractives, industrielles, agricoles, de façon à avoir une certaine harmonie dans le déploiement des politiques publiques intégrant les préoccupations en termes de développement de l'écotourisme. Donc, à ce titre-là, nous expérimentons aussi
un certain nombre d'investissements comme les infrastructures de protection côtière et les solutions fondées sur la nature sur lesquelles ma collègue Liliane va revenir tout à l'heure. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Liliane Assogba, spécialisée en gestion des risques, et dans le cadre du WACA, j'appuie à la promotion des solutions fondées sur la nature pour la résilience côtière. Alors, qu'est-ce que c'est les solutions fondées sur la nature? Anouar en parlait, cela intègre un certain nombre d'aspects qui contribuent à la résilience côtière. Et dans le contexte côtier, il faut dire que les solutions fondées sur la nature vont constituer vraiment un ensemble d'actions dont le but sera de protéger, de conserver, de restaurer des écosystèmes, que ce soit marins et côtiers, et dans le but vraiment de répondre à des défis sociaux, des défis économiques, des défis environnementaux. Et quand on parle vraiment de solutions fondées sur la nature, dans ce contexte-là, pensez aires protégées, aires marines protégées communautaires par exemple, dans lesquelles les communautés locales seraient activement impliquées dans les questions de restauration et de conservation des écosystèmes, en même temps qu'elles mènent leurs activités économiques, et tout cela associé à l'écotourisme. Pensez également à la restauration de mangroves, par exemple, que ce soit à l'intérieur de ces aires protégées ou à l'extérieur, et qui, dans le cadre de l'écotourisme, vont vraiment constituer des écosystèmes qui sont visités, valorisés, restaurés, ou encore à des écosystèmes dunaires dans lesquels on établit un circuit touristique et qui va vraiment contribuer dans le design de cette solution-là à permettre une utilisation durable et des écosystèmes, de sorte à continuer à les conserver tout en menant des activités économiques et sociales, et en sauvegardant vraiment les patrimoines culturels et naturels de ces milieux-là. Alors, en termes d'écotourisme, comme je le disais, l'écotourisme doit constituer vraiment une mesure phare quand on parle de solutions fondées sur la nature. On sait que dans l'écotourisme,
le milieu naturel va avoir va être vraiment une part importante des aspects touristiques. Et donc, dans ce processus, les actions de restauration et de conservation vont nous permettre vraiment, à travers l'écotourisme, de promouvoir les écosystèmes côtiers et toute la biodiversité qu'on peut retrouver dans ces zones côtières. Elle va également permettre de promouvoir la restauration de ces écosystèmes-là. Dans l'écotourisme, on va souvent avoir des activités de plantation, des lâchers de tortues, dans lesquelles vraiment le touriste va être impliqué, va être vraiment acteur des activités de restauration. Mais également, et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'écotourisme va contribuer à soutenir le développement économique. Dans l'approche de solutions fondées sur la nature, c'est un élément clé qui va intervenir en même temps qu'on participe à l'éducation et à la sensibilisation à travers ces activités écotouristiques. Globalement, on a dans la région de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'activités écotouristiques sont concentrées plutôt dans les aires protégées. Vous pourrez voir dans la photo ici, il y a des activités qui se mènent, par exemple, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, au niveau de l'AMP de Somone, par exemple, ou encore au niveau de la Bouche du Roi au Bénin, où vraiment ces activités sont menées avec l'avantage de contribuer vraiment à soutenir les efforts de conservation, parce que les revenus issus de l'écotourisme sont en mesure d'être réinvestis. Il y a aujourd'hui des clés de répartition dans la plupart des zones où cette activité, bon an, mal an, se mène. Voilà, il y a des clés de répartition qui permettent de réinvestir les revenus dans les efforts de conservation, parce que c'est important. Il y a également vraiment un intérêt et une compréhension plus grande que l'écotourisme peut apporter de l'importance que ces écosystèmes ont dans la protection de nos côtes, et cela est un point clé sur lequel on peut jouer. Enfin, il y a également vraiment tout ce que l'écotourisme peut aider à offrir comme source alternative de revenus pour les communautés, et ce n'est que quelques points là sur ce qui, en termes d'avantages vraiment qu'on peut tirer de l'écotourisme en lien avec la résilience côtière. De façon globale, on retiendra vraiment que l'écotourisme ce secteur va aller vraiment donner la main à celui de la protection côtière pour se nourrir mutuellement. En menant de l'écotourisme, on va aller vers la protection, la conservation, la restauration, l'utilisation durable des écosystèmes qui sont tellement importants dans la résilience côtière, parce que ces écosystèmes vont constituer vraiment des barrières importantes en termes de réduction des risques côtiers. Merci.